Salut tout le monde, bienvenue dans le Monkey Talk Show du Ping, du Clash et des effets rétro. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une bonne table, d'un bon micro pour parler de Ping. J'espère que dans l'intervalle, vous avez progressé quand même. À chaque épisode, un thème qui divise, une question aujourd'hui qu'on va se poser autour de cette table, le Ping, nouveau sport médiatique avec un point d'interrogation. J'aurais pu faire la nuance en fin de phrase, mais je ne l'ai pas faite. On va se questionner évidemment autour de ce sujet. Pendant longtemps, on regardait le Ping un peu comme ça, de manière très rare, de temps en temps à la télévision avec les Jeux Olympiques. Et puis c'était à peu près tout. Moi je suis de cette génération, notamment Jean-Philippe Gatien. Salut Gatien si tu nous écoutes. Et puis là ça s'est accéléré depuis quelques années. La scénographie WTT qui a transformé la manière de filmer le Ping. La diffusion de télé, notamment comme l'équipe, RMC aussi, mais on en reparlera. Et puis les créateurs de contenu qui proposent du ping-pong aussi sur YouTube, TikTok ou Instagram. C'est l'occasion de présenter les intervenants, nos experts d'aujourd'hui qui sont autour de cette table et on a hâte de les découvrir, notamment par l'image, parce que c'est tout l'intérêt de notre émission. Je vais commencer par Quentin. Salut Quentin, tu rentres de vacances? Salut Fred. Je rentre pas de vacances, j'ai continué sur le tryhard pour essayer la progression, mais j'ai choisi l'option régression ces derniers temps, donc voilà, je vais me concentrer plutôt sur la scénographie que sur l'activité Ping en elle-même. C'est à toi la planche de surf garée à l'entrée? Ouais, je l'ai posée juste là-bas, je repars juste après l'émission. Bon, très bien, toujours un numéro 500 et quelques là ou non, ouais, c'est ça. Régression, 600, 700, 600, mais 700. on essaye de se maintenir pour faire illusion. Mais évidemment, en tout cas pour le look, t'es numéro 1 mondial pour moi. J'espère pour tous ceux qui nous écoutent. Ça se discute. Cyril, bienvenue, tu es le fidèle de l'émission toi aussi. Ouais, tu es toujours coach mental et tu tritures un peu le cerveau des joueurs, des sportifs de haut niveau. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Pas que des sportifs de haut niveau, un peu de tout le monde. Ah c'est pour tout le monde. Moi, je milite. Des femmes divorcées de 40 ans, par exemple, qui ont des problèmes mentaux, tu peux les coacher. Si elles font un peu de sport, oui. Après, il faut aller voir un psychologue. Tu connais la différence entre la prépa mentale et la magie? Non. Eh ben voilà. Donc à partir de là, ça explique beaucoup de choses. Bon, très bien. Cyril, qui est un peu dans les arcanes quand même du sport de haut niveau, évidemment, et qui accompagne notamment des jeunes autour du tennis de table. Julien, toi qui es le créateur de ce concept, évidemment, et merci de ta présence. Il vous en prie. Il vous en prie. Toujours 17, mais de justesse. 17,00, le plus petit 17 de France. Mais c'est incroyable, tu as été 16,99, je crois. Non, alors je suis 17,00, j'ai été dégoûté d'apprendre qu'effectivement sur l'appli FFTT, j'ai 16,99,8 points. Mais c'est ça. T'es le meilleur 16 de France. Voilà, ouais, bon, ça. Préfère dire le plus petit 17 si ça vous dérange. On n'a pas eu de contenu sur Objectif 18 depuis un moment. Alors parlons-en, c'est une bonne perche. Alors, en termes de contenu, tu as été un petit peu au ralenti, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu n'as pas fait des choses par ailleurs, en dehors de Monkey Pong, on va dire. Ouais, alors, effectivement, Monkey Pong est un peu au ralenti en 2026, parce que j'ai changé de travail, tu vois, j'ai une chemise, et donc j'ai un travail un peu plus intense que précédemment. Et puis en plus, il se trouve que mon partenaire Dimitri est jeune papa, donc il a lui aussi moins de temps à consacrer à Monkey Pong. Et puis par ailleurs, il m'arrive de travailler occasionnellement pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis de table. Je fais un peu le vidéojournaliste, donc je peux pas être partout à la fois. Oui, et donc c'est bien toi qui es derrière ces magnifiques vidéos de retranscription de matchs de pros, notamment de Loire. Alors Loire TT de temps en temps, mais il m'envoie aussi faire le vidéojournaliste sur les finales Auvergne-Rhône-Alpes, sur des reportages sur le top détection, sur des tournois féminins, enfin plein de sujets. Et c'est très bien. Et je te félicite aussi pour les photos, les photos-reportages que tu fais, parce que je trouve que tu as une capacité à prendre des attitudes de pongiste, et notamment chez les gamins et les jeunes, qui sont vraiment super et bien positionnés. Parce que alors, le nombre de photos de ping-pong, on est tous flous avec des gueules un peu dégueulasses, ça change. Il y a un niveau auquel il n'arrive pas, il a essayé de prendre Quentin, et ça passe pas à l'image. Si, je t'avais fait une photo une fois, mais c'était il y a longtemps, c'était avant. C'était avant le surf. C'est vrai, c'était avant le surf. On fera un shooting exprès, Quentin. Voilà, fini les présentations, on plonge directement au cœur du sujet. Alors, première rubrique, on passe sur la scénographie de la WTT. Donc c'est quand même un gros sujet, parce que quand c'est arrivé, elle a beaucoup été critiquée, je crois savoir, salle sombre, angle de caméra nouveau, mise en scène très spectaculaire, ça révolutionnait le Ping et la manière dont on le filmait. Mais avec un peu de recul, on peut aussi se demander si ce n'est pas justement cette révolution visuelle qui permet au Ping de devenir beaucoup plus télégénique. Alors quand est arrivée la WTT avec tous ces éléments de scénographie, quelle a été votre première réaction, messieurs ? Moi j'ai bien aimé.
Tout Ok. simplement. Toujours un contre-courant, lui. Hein. Mais non, mais vraiment, moi, c'est nouveau, ils tentent des choses et moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a interpellé en premier lieu quand tu es tombé sur une première image du WTT? Mais la modernité, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'était plus un sport qui se jouait dans un gymnase avec des séparations vertes, voilà, qui était le cliché. Il y a encore pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'une finale de championnat du monde où il y avait Jean-Michel Sèvres, le Belge. Ah oui, le Belge. Mais c'est catastrophique. On dirait une compétition départementale avec juste des séparations derrière et il n'y avait pas de décor. Là, on est vraiment, avec ce qui se fait actuellement sur le WTT, il y a une scénographie, c'est moderne. Le décor. Le décor. Hein. C'est vraiment les signalétiques, c'est bien mis en scène. etc. Non, je trouve ça, moi. Ouais. Et en plus, c'est identique d'un événement à l'autre. Donc on s'y perd pas. On peine un peu à comprendre où ça se trouve parfois, justement parce que ça se ressemble. Le lieu géographique, Voilà, c'est le ça. lieu- Ouais. le lieu Ça pourrait se faire Il y a des codes n'importe où couleurs, en ils fait. mettent des codes couleurs. Ouais. Ah, il y a des codes couleurs. C'est pas si évident que ça, mais voilà. Tu les connais les codes couleurs? Par exemple, je sais qu'au Qatar, c'est vert, comme toi. En Chine, c'est rouge, sans doute. Ouais, des fois c'est rose. Mais bref, en tout cas, ouais. ils essaient de personnaliser Ok. un petit peu les lieux. Alors, WTT, quand c'est arrivé, toi, la Alors moi, je scénographie. faisais partie des non-fans. Ok. Enfin, j'ai été en tout cas désarçonné. Ok. par, Parce que tu voyais rien à l'écran, c'était trop un sombre. nouvel angle de caméra là sur le côté, je me disais qu'est-ce que c'est que cette histoire, le trois quarts traditionnel me semblait bien plus efficace, donc j'étais perdu, mais force est de constater que ça a complètement changé la manière dont on présente le ping et dont les médias s'y intéressent, on va en parler juste après, et il n'y a pas que le noir et les angles de caméra, il y a aussi Ok. tout le jeu de lumière, qui est vraiment super. Bah, les poursuites, notamment les entrées des joueurs, etc. Quentin, toi, quand tu as été devant ton Quand écran, t'allais chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il en disait? Bah, comme le coiffeur, quoi. Incroyable. Non, en fait, je me suis dit, là j'arrive pour regarder mon contenu de ping à moi de spécialiste, et puis en fait, je regarde un sport à la télé comme les autres, quoi. J'ai pris une claque, et surtout je suis avec une non-pongiste, ma femme qui est à côté de moi et qui voit la balle. Et déjà, rien que ça, t'as l'entrée des joueurs, t'as la scénographie, et c'est table noire, c'est la révolution. Je trouve pour attirer le grand public, c'est fantastique, et on voit bien l'évolution du contenu visuel qui fait qu'augmenter en termes de suivi. Donc forcément que c'est une plus-value. Et puis il y a un autre truc, c'est que effectivement les plus anciens de nos âges et voilà, eux voient la balle, ou ceux qui ne jouent pas au tennis de table, mais il y a un effet mimétique avec le e-sport en fait, je trouve. C'est-à-dire dans la scénographie, dans les jeux de lumière, il y a un truc qui se ressemble, et toute la génération qui a grandi avec le e-sport et qui retrouve ces codes-là, en fait le transfert se fait facilement, surtout avec le ping virtuel en plus, Ouais, c'est vrai. que tu as montré. On retrouve assez facilement ces codes. Il y a une communauté Twitch qui s'est construit en plus en France facilement. À ça, on rajoute les Lebrun qui sont jeunes, qui ramènent des médailles. Donc ça parle un peu à toutes les couches de la population. Et en plus, sur le e-sport, il y avait même un parallèle sur le temps d'action. C'est-à-dire que les parties de tennis de table, les sets, il se passe des points spectaculaires maintenant assez régulièrement. Et surtout, un set, ça dure pas hyper longtemps. Un match, on sait que ça va durer une grosse demi-heure. Voilà, selon si c'est en 3-7, en 4-7. En fait, il y a vraiment ce truc qui marche sur toutes les générations. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé aussi, c'est que tout le monde s'y retrouve. Si on reprend un petit peu la scénographie un peu dans le détail, donc tu parlais, Quentin, effectivement de l'arrivée des joueurs. Comment ça se passe pour ceux qui connaissent mal et qui auraient peut-être la curiosité au regard de ce magnifique podcast MTS, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la WTT. Donc il y a le joueur qui arrive sur scène, hein, c'est ça? Comment ça se passe? Déjà, tu as toute une équipe d'animation qui accompagne cette scénographie, c'est-à-dire que tu as un DJ et qui chauffe le public, donc parce que c'est important le public, et un animateur qui annonce, voilà, Simon Gauzy, numéro tant mondial, il est, enfin tel palmarès et tout ça. T'as les jeux de lumière avec je sais pas comment on appelle ça, fumées, là. Les fumigènes, voilà. Donc avec une scénographie, enfin tu sais, ils ont créé avec une agence de design un logo Infinity. Une espèce d'arcade qui est comme ça, qui trône devant la table, en fait. Hein, c'est ça, ils vont se rendre, ils descendent en fait. T'as une aire de jeu avec effectivement une sorte d'allée surélevée par laquelle arrivent les joueurs. Il y a l'Infinity Arena qui est une aire un peu en losange, enfin je sais pas comment on dit, mais non, pas en octogone. Voilà, une sorte d'octogone. Okay. Je suis nul en géométrie, et bref. On comprend en montage. Et puis voilà, il y a les jolis canapés pour les coachs, et puis le public est plutôt dans la partie noir-rouge là. Et du coup, il y a vraiment, en termes de lumière, il y a un contraste très important. D'où la balle. C'est-à-dire qu'on arrive à bien percevoir la balle dans cet environnement où on a vraiment noirci. Et c'est vrai que je reprends ce que tu dis dans les années 90, d'un autre siècle, tout était allumé plein phare. Donc on voyait. Exactement. Il n'y avait pas de contraste. Mais il n'y a pas si loin, juste les Jeux Olympiques. Ouais.
Oui, c'est vrai. Les Jeux Olympiques à C'est Paris, la médaille de Non, mais là, c'est pleine lumière. Il n'y a pas la scénographie. Ouais, mais non, ils n'avaient pas fait la même scénographie. Ils avaient fait quand même un très très bel effort sur. Non, mais je dis pas, voilà, c'est pas pour dire que c'était mal fait, mais on parlait de pleine lumière. Là, on voit le contraste qui a rien à voir. L'avantage maintenant, c'est qu'ils ont amené ça comme un show. C'est-à-dire qu'on va au spectacle. C'est ça. Et ce qui fait que les non-pongistes aussi peuvent s'y retrouver. Les premiers qui ont fait ça venait des États-Unis, voilà, sur le football américain, le Super Bowl, le hockey. Enfin voilà, ils savent qu'à chaque fois, les gens viennent pour un spectacle. Le show. Et tous les sports ont repris ça maintenant. Et à l'américaine. À l'américaine, mais même pas maintenant. C'est juste que c'est un spectacle. Le sport est un spectacle. Toi, Quentin, l'américain, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore qu'on ait les mêmes tables au club. Quand je les ai vus arriver, j'ai dit, mais elles sont incroyables. Moi, la première fois que je suis tombé sur le WTT, c'était avec les lignes violettes. Et t'as raison. Je me dis, mais c'est fantastique. Les lignes sur les tables, en fait, pour effectivement délimiter la table. On met des couleurs, des lignes de couleurs, en fait. Un peu comme le darting. On les connaît blanches, nous, traditionnellement. Là, ils mettent des couleurs. Ouais, et ça attire tout de suite l'œil sur la balle. En plus, maintenant, ils ont développé avec tous les outils vidéo, IA, ils indiquent l'essence des trajectoires, l'effet de la balle, le nombre de coups, où est-ce qu'ils sont placés, avec des slow motion qui sont vraiment de plus en plus dingues, avec des joueurs qui sont de plus en plus spectaculaires. Donc c'est formidable à regarder actuellement. Une anecdote juste à WTT Montpellier, c'est Christophe Legout qui la racontait. Lui, il est en zone VIP, il a l'habitude de recevoir les élus locaux et tout. Et d'habitude, ces gens-là, ils se font un peu chier, c'est des non-pongistes. Des fois, le ping, à part si tu tombes sur un match incroyable, des fois, c'est chiant. Et là, il dit, ils sont tous comme des fous. Ils prennent une claque à chaque fois, même si le match, il est pas ouf. Ils repartent ravis. Et en fait, du coup, quand tu as les élus, ceux qui financent le ping dans les régions, qui repartent avec une claque. Alors justement, j'ai presque, au regard de ce que tu dis, envie de poser cette question-là. Est-ce qu'on ne transforme pas ce sport-là en produit de divertissement finalement? Alors, oui, et tant mieux. Bah ouais. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est tu viens voir un spectacle, mais surtout, ça met en valeur les sportifs. On se rend compte, tu parlais de la rotation, de la vitesse de la balle, la distance à laquelle ils jouent. Maintenant, dans les compétitions, c'est un match à la fois. Combien il y a de matchs qu'on n'a pas vus parce que dans les compétitions avant, on avait 10 tables. Voilà, on disait c'est les 16e de finale, on envoie tous les matchs d'un coup et on envoyait un au maximum. Comme dans les tournois de. Non, en tournoi, ils les envoient un par un. Non, plus maintenant. La bise au juge arbitre. Tant qu'ils prennent, ça se pourrait. Non, mais tant mieux que ce soit un show. Et moi, je trouve que c'est vraiment une mise en avant des sportifs. Enfin, c'est fou de se dire qu'en France, tu sors, tu parles des frères Lebrun à n'importe qui dans la rue. Ouais, là, c'est bon. Il y a quand même de grandes chances qu'ils le connaissent. La notoriété, ouais. Moi, je suis ami avec un des frères Lebrun sur LinkedIn. Mais enfin, il n'a toujours pas répondu à ma demande, mais c'est pas grave. On t'explique le principe d'amis, ça doit être réciproque. C'est possible. Il a oublié d'appuyer. Tu l'as aussi sur MSN. Quelle est la transformation visuelle qui vous a le plus marqué aujourd'hui, qui fait vraiment la différence dans le WTT? Sa tête. Au-delà du look de Quentin. Il y en a plein, mais peut-être le jeu des caméras, la caméra grue là. Ah. Parce que toi, tu as vraiment été en coulisses. Rappelle quand même fais ton retour d'expérience. J'ai eu la chance d'avoir eu une accréditation média, mais sur un coup de bol incroyable, au dernier WTT Montpellier. Donc j'ai pu être dans les coulisses. Et j'étais notamment... j'étais bénévole aussi, donc j'avais la double casquette. Ouais. Et en tant que bénévole comme en tant que média, j'étais au bord du terrain. Et donc tu vois effectivement toute cette équipe de caméramans. Mais c'est des fous. Ils ont plein de matos incroyables. Et il y en a un, c'est un grutier. Donc il a un truc télescopique qui doit faire, 7 ou 8 mètres, et il fait des mouvements de caméra de traits pendant que ça serre. Donc tu as l'impression que tu es en drone en fait. Ouais. Et ça rend des images de fou. Très kubrickien, ouais. Mais par contre, j'ai eu c'est un inconvénient pour certains spectateurs qui peuvent se trouver derrière la grue. Tout à fait. Alors ça veut dire aussi, est-ce que finalement c'est pas tout télé? C'est pas tout télégénique, en fait, ce dispositif. Est-ce que véritablement les spectateurs s'y retrouvent en présentiel? Ouais. Ça demande des aménagements, mais après. Attends. Ça manque de drones. Comme il n'y a qu'une seule table, sur ces grosses compétitions, il y a une seule table, donc tout le monde est bien placé autour de la table. Et effectivement, pas de chance derrière. Quelques personnes n'ont pas de chance par rapport au dispositif technique. Ouais. Ok, donc globalement, une grande réussite. Ah oui. Un mot de conclusion sur le WTT, vous continuez, vous regardez par opportunité, ça vous plaît Quand je peux, oui, bien sûr. Ouais. Non, oui, après, il faut être dispo au moment où ça passe. C'est ça, parce que des fois, quand ça joue en Asie, c'est les décalages horaires. Le matin,
Moi, je regarde un peu moins, mais on en reparlera. C'est un peu dû au nouveau prestataire, on va dire, au nouveau diffuseur. C'est exactement la réponse que j'avais formulée. Ouais. Sur l'ancien prestataire, je ratais pas un WTT et là c'est plus dur. il m'arrive d'en manquer. Eh ben, super transition. On passe à la deuxième rubrique. Qui a demandé. Alors on va parler de la diffusion, au-delà de la scénographie, de la diffusion maintenant des compétitions à la télévision. Il y a eu une lutte assez importante. On a vu récemment l'équipe récupérer certains droits de diffusion, ce qui est quand même un signal intéressant puisque l'équipe est quand même une chaîne tout sport, 100% sport dans le paysage du PAF français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des grands médias commencent à s'intéresser sérieusement au tennis de table. Ils s'y intéressent, c'est pas qui commence, c'est qui s'y intéresse. Et ils se battent notamment pour ces droits. Mais sans doute que ce changement pose peut-être aussi des questions. On est passé d'une diffusion RMC Sport à l'équipe. Et ça a fait réagir évidemment toute la communauté d'épongistes. Certains y voient un progrès en termes de visibilité et d'autres regrettent certaines choses dans la manière dont le ping est diffusé. Vous-même, quand vous avez appris que certaines compétitions de ping passaient de RMC à l'équipe, comment vous l'avez vu? Est-ce que c'était une bonne nouvelle ou une inquiétude et pourquoi? Ouais, j'avais un a priori parce que j'avais lu qu'effectivement l'équipe allait se concentrer sur les grandes compétitions et donc nous, fans, allions pâtir d'une offre précédemment pléthorique. On pouvait regarder tout ce qu'on voulait, tous les tournois, toutes les qualifs, les hommes, les femmes, les mauvais, les forts et tout ça, à uniquement un focus essentiellement sur les Français, essentiellement sur les garçons d'ailleurs, et essentiellement sur les grosses compètes. Parce que rappelle-nous le dispositif d'RMC, ils avaient plusieurs channels en fait, sur YouTube. Je suis d'une pas certaine spécialiste, manière. mais Ils avaient plusieurs canaux. ils étaient sur Ils YouTube, avaient sur plusieurs Twitch, canaux. voilà, exactement, et ils fonctionnaient différemment de l'équipe. Tu sauras peut-être mieux l'expliquer que moi. Ouais, vas-y sur RMC. Sur RMC, ils faisaient les lives, mais surtout, il y avait tous les matchs étaient rediffusés derrière. Donc, Sur si YouTube. tu avais manqué sur YouTube, tu pouvais récupérer. Sinon, les lives, ils étaient et sur Twitch et sur YouTube pour avoir davantage de réactions. Et ce qui changeait et ce qui était un vrai plus sur la façon de commenter le ping. Et c'est vrai que moi, quand j'ai appris que l'équipe avait pris les droits, j'étais déçu parce que je me suis dit qu'on ne pourrait pas avoir ces commentaires incroyables où on a l'ému qui s'enflamme à chaque point de dingue, qui est là à secouer son camarade et qui lui dit non, par l'épaule, et Souvent qui est en Thomas Guigna, transe. d'ailleurs. Et Oui, en fait, citons quand même les deux commentateurs de RMC à l'époque, qui sont donc Lemu et Thomas Guigna. Il y en avait d'autres, fait, mais hein. c'était Il y en avait ça deux. c'est le duo emblématique. Mais c'est du emblématique. il y a eu Laura Pfeffer aussi. Ouais. Clément Chaubeau. Clément Chaubeau. Voilà, mais comme tu le dis, Quentin, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne éditoriale, c'était très internet dans le très. voilà, c'était pour C'était attraper les jeunes. interactif. C'était vraiment Très interactif. Ouais, c'était hyper interactif. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ils se nourrissaient des commentaires en direct. Et ça faisait vachement vivre. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout le ping, qui commençaient à donner des surnoms. C'est-à-dire que c'était plus Fan Zhendong, c'était FZD, et tout le monde savait de qui il parlait en fait. Le numéro 1 mondial, et des gens qui ne sont pas pongistes, dire que FZD c'est le numéro 1 mondial, bon, ça veut dire que déjà, il y a une grosse appropriation de ce qui se passe. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure sur l'effet e-sport, de la lumière, de l'ambiance. Et ça a vraiment accroché, ça a créé une communauté. Et le petit a priori que j'ai eu comme toi, c'est de dire, on va perdre ça. On va perdre ce petit truc qui avait été vraiment bien créé et passer dans un modèle linéaire sur la télé qui est bon, un peu moins... Et pour revenir sur ma personne test, ma femme à la maison, cobaye. elle s'est mise à regarder les Lebrun alors qu'elle ne regarde pas le ping-pong normalement. Eh oui. Parce que, Sur RMC. Sur RMC, parce que elle voyait l'ému qui s'excitait et ça l'attrapait, elle restait devant et comme il encourageait, allez la team, on envoie du positif pour les Lebrun, pour Simon, et il y avait toujours une bonne vibe et tu venais regarder ça avec le sourire. Et donc j'ai la sensation que RMC a réussi à associer finalement son dispositif au regard de la scénographie, du concept qu'avait créé WTT. C'est un peu ça en fait. Ça a vraiment marchait bien. épouser les codes d'une génération et ça a permis de ramener un nouveau public sur le ping. Donc on a fait un peu le panorama, enfin l'état des lieux de ce que proposait RMC. L'équipe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose en fait? L'avantage, on va dire, de l'équipe, c'est que RMC, il fallait aller chercher le ping. C'est-à-dire que la communauté elle a été créée, mais il fallait faire la démarche de... si on connaissait un peu, on allait sur Twitch, on allait sur RMC. L'équipe, ça passe sur une chaîne à la télé, ça apporte un public peut-être plus ancien, plus âgé, qui regarde l'équipe TV, qui d'un seul coup va tomber sur du ping.
L'inconvénient, c'est qu'effectivement, quand on veut regarder un WTT et que c'est diffusé par l'équipe, c'est en différé et du coup la notification elle est tombée avant, on sait qui est passé, qui n'est pas passé et le live il faut aller chercher aussi. Il y a beaucoup de différés, c'est ça sur l'équipe? Sur la chaîne de télé, oui. D'accord. Puis t'as des tunnels de pub qui sont pas compatibles en fait avec le ping. C'est-à-dire alors ils sont pas compatibles. C'est potentiellement compatible, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à s'adapter. Les championnats d'Europe masculins, ils ont commencé la diffusion sur l'équipe, c'est leur première compète. C'était catastrophique parce qu'ils mettaient des tunnels de pub de 4-5 minutes entre les sets. On a 1 minute de pause entre les sets. Du coup, ils reprenaient en direct différé. Nous, on était sur YouTube avec un VPN et puis on avait le vrai direct, donc c'est pas possible. Et donc, ça a gueulé sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même été en contact avec un mec de l'équipe. J'ai fait la démarche en fait de contacter le mec qui était en régie. De gueuler. En disant mais c'est pas possible en fait. Ouais. Alors, je dis pas que c'est. Oui, c'est grâce à toi. Si. C'est grâce à. Il y a eu tout un mouvement. Il y a eu tout un mouvement. Et ils l'ont entendu. Puisque le jour de la finale France-Allemagne, eh bien les pubs, ils les ont passés entre les matchs et non plus entre les sets. Avec une reprise du direct pas en différé, même si on avait perdu les 2-3 premiers points d'un set, c'était pas grave. Mais je suis pas sûr qu'ils vont réutiliser cet enseignement qu'ils avaient pris pour les finales des championnats d'Europe pour le reste des compétitions. Parce que moi, je suis encore mangé des fois par des tunnels de pub. Non, mais effectivement, je pense qu'il y avait un effet d'opportunité. Pour moi, je l'imagine comme ça. J'ai pas du tout d'informations. Je sais pas si tu les auras, mais de se dire, tiens, il y a les droits du ping qui sont mis en jeu. On les prend. On n'a pas du tout le concept et l'habitude de ça. Ou le savoir-faire. Donc, on y va et on fait un peu comme tous les sports. On diffère un peu, on met la pub quand on a besoin parce que les régies publicitaires, comme ça, les chaînes, elles ont des pubs à passer. Dans 1 heure, elles ont tant de pubs à passer. Donc, peu importe ce qui va se passer, à un moment, ils voient le timing arriver. Bon, on a 4 minutes de pub à passer, on les a pas mis dans l'heure. Faut les envoyer maintenant. D'où ce que tu expliquais. On les met entre 2 sets. Et là, on n'a pas tellement le choix. Ça peut évoluer quand on voit ce qu'ils font sur le biathlon. Et comment le biathlon a su vraiment apprendre une image exploser grâce à l'équipe. Et à Martin Fourcade. Et à d'autres. Mais c'est 3000 licenciés en France, je crois, le biathlon. Faut laisser l'espoir, on ne sait jamais, ça peut avancer. Et puis, ils font le live aussi il y a l'équipe live. En fait, il y a 2 canaux. Tu as l'équipe live, où là, tu peux l'avoir sans pub, je crois, et en direct. Mais bon, ça ne marche pas toujours très bien. Et puis, tu as l'équipe TV. Donc c'est 2 canaux distincts où là tu as les pubs, mais là c'est plutôt grand public et tout ça. Et puis c'est un peu plus sage ils sont un peu plus sages que les duels sur les cours. Alors on y reviendra, mais ton cobaye de femme, si je puis me permettre, Quentin, est-ce qu'elle regarde maintenant sur l'équipe? Surtout. Il a fait le parallèle avec... Coucou hello. Il a fait le parallèle avec le biathlon. On est devant tous les week-ends et en fait au début ils se sont cassés la figure, ils ont mis trop de pubs, ils ont raté des moments importants, ils avaient des commentateurs qui étaient nouveaux, qui maîtrisaient pas forcément tous les plans de l'activité et je pense que c'est un vrai savoir-faire en fait l'équipe j'ai dit que j'étais déçu mais j'étais déçu au début parce que moi cette ambiance YouTube et RMC elle me plaisait mais en fait c'est une vraie plus-value, ça va être une diffusion qui est plus importante, qui touche plus de monde. Moi j'avais des collègues qui aiment le ping, qui voulaient regarder et qui en fait ils avaient raté, ils savaient pas que c'était sur YouTube. Là sur l'équipe, tous ceux qui sont un peu plus anciens, ils peuvent accéder à ces contenus. Donc je pense que là on a Tristan en commentaire, Fleur, qui est très bon, qui explique bien le ping, et qui rentre, je pense, plus dans les cases de l'équipe avec un petit peu moins d'excitation. Plus mainstream. Et Laura Pfeffer aussi, qui est consultante. Ok. Voilà, donc oui, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul, pardon. Et du coup, on a plus de qualité, mais sous un autre format. Donc je pense que dans tous les cas, le ping en sort gagnant à être visible de partout. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu, que le fait que l'équipe ait acheté les droits, ils aient perdu une population ou une cible, notamment les jeunes qui ont plus les codes internet aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont gagné effectivement des anciens, tu le dis Quentin, et ils ont peut-être perdu les jeunes? Moi je pense que en fait plutôt les perdants, les perdants c'est plutôt les gros fans de ping, les amateurs, les connaisseurs. Les experts comme vous. Voilà, qui voulaient tout voir et le vivre un peu comme on nous le faisait vivre sur RMC. Et les gagnants, c'est plutôt effectivement le grand public qui a accès maintenant à du ping. Et donc du coup le tennis de table, je pense que la Fédé doit être contente. Je pense, moi, pas des fans, mais surtout on perd une génération, la génération qui a l'habitude de réagir.
Parce que Oui, c'est vrai que là, ils vont pas venir sur l'équipe, même s'ils essayent de temps en temps de mettre des petites lives, posez-nous nos questions. Ça n'a rien à voir avec une chaîne Twitch qui est un format qui est habituel chez les jeunes où ils peuvent interagir en permanence et du coup, ça les mobilise dans le contenu. Et là, je pense qu'on n'arrivera pas à les amener, sauf s'ils sont vraiment mordus de ping comme nous. On a fait le chemin inverse de certains sports. C'est-à-dire que le foot commence à donner des droits à des youtubeurs. Des plateformes. Je pense à Zach Nani qui a récupéré certains Oui, droits exact. sur le championnat saoudien ou d'autres. Et MTS va récupérer les droits d'un certain nombre de tournois. on compte sur toi, Fort Bagarre. J'ai pas l'argent, moi. Moi, si. Alors, vous pouvez envoyer vos dons si vous voulez. On fera un crowdfunding. Bah, il y a un youtubeur français qui a récupéré les droits de la Pro A. Ah, mais exactement. Ouais. Et comment il Il s'appelle s'appelle, c'est celui qui a un partenariat avec la FFTT. Mais là. effectivement, et qui commente. Bon, ça marche pas très très bien, il n'y a pas beaucoup de connexion à la connaissance. Mais c'est une équipe de e-sport qui a Oui, récupéré exactement. ça. Je sais plus comment Exact. il s'appelle. Je suis pas hyper fan, mais bon. Ouais, exact, il a récupéré une part. Mais justement, peut-être qu'il diversifie Oui. en allant chercher directement dans cette communauté-là, alors qu'avant c'était un peu les deux en même temps. On cherchait à avoir et le grand public et les jeunes sur Twitch, RMC. Là, c'est d'un côté, on va avoir l'équipe, et de l'autre côté, on peut avoir... J'en profite justement pour parler rapidement des droits, hein, mais c'est en lien au sujet du média en fait. Donc, si je comprends bien, la FFTT en fait a vendu la totalité des droits à l'équipe. C'est RMC qui avait les droits, ensuite elle a fait un appel d'offres, elle a récupéré l'équipe, mais il y avait un bout de quelque chose, un lot qui a été récupéré par un influenceur. En fait, est-ce que c'est tout bénef pour la FFTT ça ? L'équipe a récupéré le circuit WTT et les grandes compétitions de l'ETTU, européennes. D'accord. Mais pas ok. la Pro A. Pas la Pro A. La Pro A, c'est toujours C'est la la FFTT FFTT. qui l'a délégué donc à ce youtubeur dont j'ai pas mangé le nom. Ouais, mais je l'ai plus non plus. je on l'ai- l'incrustera. Tout le monde le connaît en tout cas. Et, On est trop vieux. putain, Solari. Ah, bien vu. Solari, Bravo. voilà. Ok. Et voilà, donc c'est deux choses différentes. Ouais. D'accord. Donc, mais la FFTT, effectivement, cherche des relais de croissance, hein, Ah c'est bah, ça l'idée. Donc, ils ont bien été raison. au plus offrant, évidemment. Et mais pour continuer dans les points de progrès ou les propositions, qu'est-ce que vous auriez comme proposition à faire de plus auprès de l'équipe ? Il y a un truc que faisait très très bien RMC pour animer justement La communauté. La communauté, mais c'était les annonces des matchs tous les jours, à telle heure, vous avez tel match, un Il y tel, avait un tel les et tout, sur telle chaîne et tout ça, avec les liens. Et moi, en fait, je suis perdu là, sur l'équipe. T'es pas informé. Voilà, j'arrive pas ce matin, j'ai voulu voir un match, la WTT direct là, bah, c'était du foot sur le canal Ping Direct. Alors peut-être que je suis pas doué, mais j'y arrive pas et je sais pas qui joue quand. Et puis si tu annonces l'horaire des matchs, tu peux venir un quart d'heure après parce que ça Ouais. sera l'heure du Oui, quart ça d'heure sera de pub, décalé. hein. Ouais. Oui, voilà. Non, mais alors attends, il y a l'équipe live et l'équipe TV. C'est voilà, deux trucs distincts. Mais bon, ils peuvent s'améliorer aussi là-dessus, sur l'annonce, la programmation, où RMC était très très fort là-dessus. Et puis bien sûr, il y a le côté intergénérationnel, où là, l'équipe, c'est effectivement un peu plus orienté grand public, mais plutôt adulte, on va dire. Et toute la frange du jeune public, à mon avis, elle suivra pas. Les commentaires avec les commentaires du commentateur avec les commentaires YouTube, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Cette crée d'animation qui est vraiment supplémentaire. Tu as l'impression de participer aux commentaires du commentateur. Oui, Puis exactement. c'est plus facile pour le commentateur, enfin, Ah oui, il rebondit. plus facile, ça demande une certaine compétence quand même Oh, d'être il capable faut- de gérer les deux, mais par contre c'est plus facile en termes de contenu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, le set il est un peu creux, il y a C'est deux, clair, trois trucs. c'est clair. Il n'y a pas besoin de meubler en fait, à ce moment-là tu prends une question que tu vois passer, une réaction, la perf qui s'est passée la Même un matinée. set un peu creux, ça ne dure pas longtemps. Hein. C'est l'avantage qu'on a au ping. Hein. On parlait des avantages tout à l'heure, pourquoi ça fonctionnait. Il y a des matchs un peu chiants. Voilà. Pas beaucoup. Non mais ouais, pas beaucoup, surtout si c'est un frère Lebrun qui joue, t'en as pour 2 minutes Oui. 30 le set, mais... C'est vrai que quand Félix il commence à servir et que l'autre envoie pas les balles, oui, je comprends. Bon, en tout cas, l'équipe, hein, vous nous écoutez, vous avez droit à un droit de réponse, évidemment, et on attend à ce que vous progressiez médiatiquement et que vous nous expliquiez pourquoi il y a des choix qui ont été faits et pourquoi pas d'autres. Voilà. On passe à la prochaine rubrique. Nouvelle rubrique dans cette émission podcast MTS, la multiplication des créateurs de contenu autour du ping. Alors c'est un nouveau phénomène qui est très intéressant hein, dans le ping ces derniers mois et notamment depuis les Jeux Olympiques de Paris. Alors pendant longtemps le ping en ligne reposait sur quelques figures assez identifiées.
En France, par exemple, on pensait à des comptes comme Info TT avec Monkey ou quelques créateurs déjà installés. Mais depuis les JO, on voit apparaître une nouvelle génération de créateurs qui racontent le ping à leur manière. Alors prenez votre stylo, je vais faire l'inventaire un peu de tout ça, donc je vais essayer de bien les prononcer. Et on leur passe le bonjour s'ils nous regardent. Alexis Zikria, Enzo Angles, Attitude Ping, la R1 et mon royaume, Trickshot Life, et toute une vague plus récente avec Cho Ale, moi j'aime bien d'ailleurs ce nom, Loy Sport, je pense que ça se prononce comme ça, Ping Toki, Thomas Guignat évidemment qu'on salue aussi, Lebrun Chinese Fan, Wangi, Adam Kéros, salut Adam ou Adam, je sais plus. Adam. Bon en tout cas tant que je te bats c'est l'essentiel. Parlons Ping, Iwan Raconte ou encore Pongistique. On voit même le retour d'un magazine papier avec Ping Pong Media, on va en parler dans quelques instants, et c'est assez inattendu à l'ère du tout numérique. Et puis ce phénomène évidemment n'est pas seulement français. À l'international, dans le sillage des grands comptes comme Pongfinity, Adam Bro ou Table Tennis Daily, beaucoup de créateurs émergent, j'essaye de les prononcer au mieux. The Titi Service Guy, que moi je suis sur Instagram, le chauve, vous savez, qui fait que des services. Anders Lind, alors lui c'est un joueur professionnel. Alexei Troney, lui il est coach allemand, je crois, ou autrichien. Andreas Levenko, Ping Sunday, Tim Kunjo ou encore coach Xiao Han. Bref, on a l'impression qu'aujourd'hui le ping est raconté par une multitude de voix. Qu'est-ce qui explique pour vous cette explosion d'influenceurs entre guillemets? Déjà bravo pour l'exercice de diction. Merci. Parce que là, c'est quand même pas évident. Qu'est-ce qui explique? Je pense déjà que le ping est plus seulement chinois. C'est-à-dire qu'il y a une telle domination de la Chine pendant un moment que on savait que les Européens arrivaient un peu derrière. Maintenant, c'est pas seulement chinois, mais surtout c'est ouvert à plein de pays. C'est-à-dire qu'on a Calderano qui est brésilien, ce qui est quand même un marché qui s'est ouvert aussi. Les États-Unis s'y intéressent de plus en plus. En Europe, on se retrouve avec les Lebrun, avec Truls Morgard, avec Darko Jorgic, voilà, chaque pays peut se retrouver avec un joueur qui est dans le top 20, on va dire minimum, et ça ouvre déjà pas mal de choses. Donc, on savait qu'il y avait déjà une population en Allemagne qui suivait. En France, on s'y met, comme on a dit avant, avec RMC, Twitch et puis l'équipe maintenant. Donc, je pense que cette ouverture-là, elle permet en tout cas d'intéresser des gens et surtout de se dire, si moi je fais mon petit média, il y a peut-être des gens qui vont suivre et donc il y a de l'argent à se faire. Complètement. Quentin. On est sur le résultat de l'évolution du ping et de l'évolution des règles depuis des années, avec un sport qui devient de plus en plus télégénique, de plus en plus visuel. C'est passé par la réduction des sets, le ralentissement de la balle, de façon à ce que les points durent plus longtemps. Mais après, ils sont passés, comme on l'a dit, sur la scénographie, avec tout le travail du WTT. Donc en fait, maintenant, on est un petit peu à la mode. Et quand c'est à la mode, est branché. Les gens, ils en parlent. Donc c'est trop bien qu'on soit une activité qui attire autant de monde et qui donne envie d'échanger dessus. Donc merci à tous ceux qui font du contenu parce qu'ils nous régalent. Et Monkey Pong est créateur de contenu, Oui, alors moi je suis ravi d'avoir de la concurrence. Alors effectivement, il y a eu l'effet JO, l'effet Frère Lebrun qui évidemment a joué un rôle démultiplicateur. Et je crois surtout que ce sont les jeunes qui se sont appropriés le tennis de table un petit peu peut-être dans la foulée de ce que RMC Sport a constitué, parce que ces nouveaux créateurs de contenu, en majorité, alors je parle pas de Thomas Guignat, je parle pas de Cyril Hurtel et d'autres, Nicolas Queutard, ça c'est des darons comme moi, mais sinon il y a plein de jeunes, tu parlais d'Adam Kéros et plein d'autres en fait qui font des vlogs de tournois, qui font d'autres contenus vraiment plus orientés pour les jeunes. Il y a Lecci là qui fait de l'humour. Exactement, Lecci qui vient d'émerger là en peu de temps sur Instagram, et qui cartonne, il le mérite en plus. Qui est très drôle. Et voilà, et ce que je veux dire, c'est que ça se jeunifie aussi. Le ping-pong. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on constate cette multiplication des créateurs de contenu. Et vous avez un créateur de contenu préféré, peut-être, à part Monkey Pong Évidemment, mais après moi... Franchement, je vois pas. Non, mais c'est vrai que pour parler de Monkey Pong, explique-nous aussi l'aventure, l'initiative que tu as prise à un moment donné de créer pro versus amateur. Ouais, c'est ça, la genèse au départ. Ouais. Alors, et c'était il y a 3 ans, 4 ans déjà. C'était en 2021. Eh oui, déjà. Ouais. Non, l'idée au départ, parce que moi je faisais plutôt au départ de la communication pour mon club à moi. Oui. Et puis une fois que j'ai fait le tour du sujet, j'ai voulu œuvrer pour
pour mon sport. Et je sais pas, on a eu cette idée avec Dimitri d'aller défier des pros. On voulait aussi se mesurer à des pros et on s'est dit, ça c'est un type de contenu qui va intéresser les gens. Et bon, ça a bien marché. Ça se faisait, je pense, ailleurs. J'ai pas inventé l'eau chaude. En tout cas, en France, non. Non, mais dans d'autres sports, j'ai pas trop fait de benchmarking. Mais de toute façon, tout le monde s'y met. Il y a une facilité maintenant à créer du contenu. On a tous un portable. En fait, comme tout le monde a un sport préféré et tout le monde se met à faire un petit peu de montage, un peu tourner avec son téléphone et puis derrière de balancer ça sur son compte Insta. Au final, j'aime bien, si d'un seul coup je me mets à aimer le tir à l'arc, je peux faire du contenu de tir à l'arc. Et autant il y a de licenciés, autant il y a de possibilités. Donc, et puis la facilité, c'est-à-dire que le ping, avant c'était service faute, même à très haut niveau, il n'y avait pas beaucoup d'échanges. C'est devenu spectaculaire, il y a de la scénographie, tout ce qu'on a dit avant. Ça donne envie aux gens de s'intéresser, donc si ça devient intéressant, ils en parlent. Alors je vais te parler de mes préférés parce que tu nous posais la question, on n'a pas répondu. Évidemment, je vais y revenir. Moi à titre perso, mais j'aime bien ceux qui font des contenus quali. Okay. C'est ça qui m'intéresse parce que peut-être que j'ai ce regard. Alors, je veux dire que tous les autres, c'est pas quali. Non, c'est pas ça, mais tu parles qualité dans la réalisation. Dans la réalisation, dans la réalisation, mais aussi dans l'écriture, parce que tu parles des jeunes qui font, avec leur téléphone et tout. Je dis pas que c'est pas quali, c'est intéressant pour certains publics. Moi, j'aime bien, par exemple, Pingtoki, qui a une qualité d'écriture et de réalisation. Raconte-nous ce qu'ils proposent, Pingtoki. Ils sont plutôt sur de l'interview, du reportage. D'accord. Quali, avec du bon matos, ils savent monter, ils préparent leurs interviews. Les interviews sont assez longues. Exactement. On va au fond des choses. Des invités intéressants en plus. Okay. Voilà. Thomas Guignat, oui. Lui, il est plus dans le vlog, mais il est entouré de bons vidéastes. Oui, il a recruté un professionnel, je Exactement. crois. Et puis lui-même, il prépare ses trucs, il a une bonne diction. Ouais. Puis il y en a d'autres. Voilà. On peut pas tous les citer, mais j'aime bien, moi, cette propension à travailler le contenu, plus que j'aime un peu moins, j'avoue. L'amateur qui... C'est pas ça, les vlogs, des trucs de 1 heure, filmés au smartphone où on voit des tournois. Moi, personnellement, ça m'intéresse moins. Moi, ce que je trouve génial, c'est la multiplicité du contenu. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Si tu as envie d'avoir du contenu quali, tu peux. Si tu as envie d'avoir tout un tournoi, tu peux. Si tu as envie d'avoir un réel sur Insta qui dure 20 secondes et tu n'as pas envie de t'intéresser plus, mais tu as envie de suivre la personne qui te montre comment elle essaye de progresser, tu te dis, ça me parle. Il y en a pour tout le monde. Moi, celui qui me fait rêver, c'est The Service Guy, parce que c'est pas du ping-pong. C'est pas pour les cheveux que tu le suis. C'est ça. C'est un conte de magie, en fait. Ok. Et la magie, c'est fascinant. La balle, elle part dans tous les sens. Juste une parenthèse là-dessus. Toi qui es numéroté, donc il y a une technique quand même assez avancée, experte. Les services t'impressionnent en fait de ce gars la touche de balle est incroyable. Moi, je suis numéroté parce que je travaille, j'ai un bon environnement, mais la touche de balle, c'est catastrophique. C'est une brique. Lui, son poignet, c'est un élastique. Le mouvement, il part dans un sens, la balle, elle part dans l'autre. Je me dis, ok, c'est facile, il fait le slow motion, je regarde, j'étudie, je me repasse la vidéo, je me prends en vidéo, j'essaye de faire le service, ça ne ressemble à rien. Alors que je travaille, je m'applique, il a donné tous les tips, mais en fait, lui, il est sur un talent supérieur. Et surtout, moi, quand je l'enseigne à mes élèves en collège, pour leur vendre le ping, je leur dis ça. Je leur dis, mais le ping, c'est de la magie. Et en fait, tu fais les premiers effets, la balle, elle part n'importe où. Et lui, il montre ce que c'est que la magie. Et il a des bonnes idées en plus. Il a vraiment des bonnes idées marketing, je veux dire. Il a de l'humour, il sait se vendre. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a différents objectifs aussi, commerciaux entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a qui racontent sans une volonté de gagner de l'argent, etc. Ouais. Mais effectivement, Service Guy, lui, c'est son boulot. C'est-à-dire qu'il va coacher ensuite, il prend l'avion, on le voit, c'est devenu son boulot. Il a créé son business. Et effectivement, il est anglais, je crois, et il prend l'avion pour aller coacher. Et toi, par exemple, Cyril Et pour terminer, avant que tu donnes la parole à Cyril, quand même, l'A1 est mon royaume. Ah oui. Voilà. La génération Facebook, ils sont mythiques. À chaque fois qu'il y a une phrase, une image sur le ping, ils sont là. Le même, il est énorme. Ils sont très drôles. Je crois que c'est un génie, le mec, mais un vrai génie. C'est pas possible d'avoir autant d'idées marrantes. Plusieurs. Non, il est tout seul. Non, il est tout seul. Vous savez qui c'est ? C'est le frère de Monsieur Châtelain. Et c'est un ancien,
Enfin, c'est pas un tout jeune, hein, je crois. Ouais, voilà, il a la une retraite. cinquantaine, Ah, et sans s'il doute, fait quoi. ses blagues sur Facebook, c'est un ancien. Exactement. Mais ça se voit au montage, il les fait. Ouais. Mais on s'en fout là, la qualité du montage, on s'en Ah, fout. C'est la blague. Mais lui c'est un vrai génie. Ouais. Comme Mozart est un génie à la musique, lui c'est un génie Il est très très bon. de l'humour, de la blague pongiste. Du visuel, etc. C'est intéressant d'avoir justement ces différents points de vue. Alors, du coup, les blagues qu'il fait, c'est plutôt pour les spécialistes du ping, mais moi je trouve hyper intéressant ce que tu disais pour tes élèves, par exemple, pour les jeunes qui connaissent pas le ping, qui d'un seul coup vont chercher ces contenus-là. Donc Adam Bobrov, par exemple, a fait beaucoup de bien dans la démocratisation de ça, le côté spectaculaire. Moi, je me rappelle quand même que le premier spectacle de ping, c'est Secrétin Purcar. Oui. Je veux dire, Que j'ai vu moi en 1985 dans l'Ain. Que beaucoup de gens ont vu, et c'est surtout de se dire que si eux ils avaient eu des comptes des réseaux sociaux, ils auraient fait exactement la même chose que ce que fait Adam Bobrov. Le premier, Marty Reisman. On y reviendra. Avec les Harlem Globetrotters. Marty Suprême, pour ceux qui France, n'ont peut-être pas vu, et on y reviendra. Toi, Cyril, donc il y a lui éventuellement, puis d'autres. La R1 aussi, oui. Ouais. Adam Bobrov, oui. La R1, c'est pas la Régionale 1, hein, pour ceux qui jouent évidemment dans cette division. Pongfinity. Infinity. Voilà. Scandinave, norvégien, suédois, je sais Finlandais. plus. Finlandais. Bon, j'ai tapé à côté. Et est-ce qu'il quelque part, il y a moyen de trouver encore d'autres niches entre guillemets de création de contenu? Qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Moi, j'ai peut-être des idées, mais est-ce que vous en avez vous? Je pense qu'on va se retrouver à un moment ou à un autre avec quelqu'un qui va documenter tout son parcours du moment où il commence. Ça a commencé. Alors, Cyril Hurstel. En fait, voilà, Cyril Hurstel, qui est un vétéran et qui a décidé de se mettre au ping-pong à 48 ou 49 ans. Et il avait sa volonté, son objectif, c'était d'être numéroté en 5 ans, je crois. Ah bon? Ouais. C'est Bon, lui? il est Tu 700. confonds pas? Non, Ah c'est bon. lui. Sinon, il y a Warrior of Ping, c'est un jeune Ouais. qui lui documente son parcours depuis qu'il est classé ça, je sais pas combien. plus, Et il oui, s'appelle, ça, c'est Road to numéro, je sais pas quoi. Exactement. Et voilà, il et filme donc, tous ses matchs. jusqu'à ce qu'il soit numéro. Il va y arriver parce qu'il est les 18 ou 19. Ça se fait bien au tennis, je sais qu'il y en a qui le font fréquemment, et je pense que dans le ping, on va avoir de plus en plus de storytelling. ça. Le storytelling de... C'est ce qu'on a essayé de faire avec Objectif 18. Ouais, mais je pense Moi, je suis toujours accroché à l'objectif. tu peux faire des longues stories, tu vois, c'est quelqu'un qui va documenter sur son fils, par exemple, les petits qui commencent ont des résultats sur les championnats régionaux, championnats de France, en Benjamin, par exemple, donc on a déjà des images, et puis il y a vraiment des choses à créer sur ce truc-là, je pense qu'il peut être hyper intéressant. Quentin, une idée peut-être sur... toi, si tu faisais quelque chose, tu ferais quoi comme contenu, toi? Puisque tu me poses la question, moi j'arrive sur mon 37e anniversaire, les années Bravo. vétérans sont bientôt pour moi. J'ai vu que le niveau était incroyable, donc l'objectif ça va être de progresser encore sur la catégorie vétéran pour essayer d'aller sur la plus haute marche, et ça, pourquoi pas le documenter aussi. Très bien. Thomas Guignat, notamment, Le fait très bien. Storytel, effectivement, son aventure vétéran international. On fera les championnats du monde vétérans les prochains en Europe, là, on les fait ensemble. Tu veux dire, Exactement. tu veux faire du double? Oui, c'est ce que j'ai. Ah non. C'est trop dur. Moi, c'est peut-être une idée, c'est de raconter le vétéran qui progresse ou qui travaille son tennis de table au quotidien. Et ça pourrait être... Pourquoi tu le fais pas? J'ai beaucoup de choses à faire avec le MTS, ça demande beaucoup de Sur travail de moi, je back-office. sur la prépa mentale à ce moment-là. Par exemple. Il y a mais- Michel Capatici qui vient de s'y mettre. Il y en a d'autres Exactement. qui sont sur la prépa mentale. Ouais, tout à fait. Il y a plein de sujets. Ouais. C'est une mine d'or, YouTube. On continue sur les médias, on va parler cinéma. Ouais. Alors, Marty Suprême, je sais que Cyril, tu l'as pas vu, le film. Non, mais j'ai des infos dessus. Bon, t'as lu des... Je me suis renseigné. Il a lu des critiques, il va nous refaire les critiques qu'il a lues. Quentin l'a vu, Julien l'a vu, moi je l'ai vu, mais on va commencer par Quentin et Julien. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, donc on a fait, et c'était en lien avec la Ligue et le comité du Rhône de tennis de table, au Comédia à Lyon, pour ceux qui sont pas lyonnais, c'est un beau cinéma, notamment plutôt cinéma d'auteur, etc. Mais ils ont bien voulu créer un partenariat avec nous, et donc on avait fait une belle soirée d'avant-première que j'ai animée aux côtés de Julien qui a filmé. Je pense que vous avez vu la vidéo, créateur de contenu évidemment, Julien. Et puis voilà, on a eu la chance de pouvoir voir ce film en avant-première. Alors je vais peut-être commencer par Quentin. Eh ben, déjà, moi, au début, j'ai cru que c'était un film sur le ping, parce que j'ai vu la photo de Chalamet qui arrive à l'avant-première avec une superbe banane où il y a sa raquette dedans. Et là, voilà, je vois cette photo. Je vois un biopic sur un joueur de tennis de table. On a dit, on est un peu plus à la mode.
Là, vraiment, le curseur, il est monté d'un cran, c'est génial. C'est un super film. Si tu viens pas voir un film sur le ping-pong, voilà, c'est sur quelqu'un où tu vois son parcours de vie, qui est prêt à tout pour réussir. Après, à mon goût, c'était un petit peu trop survitaminé, c'est-à-dire que le rythme, il se passe vraiment toujours quelque chose, il n'y a pas de répit. Donc c'est un petit peu fatigant à la longue. Je pense qu'ils auraient pu doser de ce côté-là, mais je crois que c'est aussi ce qui a embarqué ceux qui ont bien aimé. Après, quand même, Timothée Chalamet, là-dessus, acteur impeccable, quoi. Vraiment, il a valorisé le film, et c'est vrai qu'avoir un grand acteur sur un film de tennis de table, même si c'est que partiel, c'est formidable. Julien. Ouais, moi, c'est en numéro 1, ce que je retiens, c'est la performance des acteurs. Tous exceptionnels. Et Timothée Chalamet m'a vraiment mis une claque. Franchement, j'ai été épaté par le jeu d'acteur. La réalisation, superbe. Moi, j'ai trouvé que le film était vraiment exceptionnellement bien écrit, réalisé, joué. Donc, je suis ravi. Et je trouve que le travail qui a été fait autour du tennis de table, même si ça n'est que la toile de fond, je l'ai trouvé très bon. Alors, bien sûr, comme ils ne peuvent pas acquérir un niveau de joueur numéroté, simuler véritablement c'est simulé les échanges numériquement. Donc nous, on a l'œil, on voit. Non, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il joue son plus grand match en chemise-cravate. Comment on peut être crédible après? Non, mais justement, ils ont fait un travail de recherche vraiment super précis sur le ping à l'époque. Et il y a plein de références au ping d'aujourd'hui que j'ai trouvé hyper sympa. Un exemple? Bah, par exemple, enfin, je veux pas spoiler, mais, le point final qui est marqué dans le match de démonstration contre le japonais, ça te rappelle rien? Quand il fait une roulette, sur la balle de match là. Ah ouais, non, ça me rappelle. Bah, c'est le point. En fait, c'est une référence au point. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, de Fan Zhendong sur Simon Gauzy. C'est vraiment une reproduction de ce point. Grand cinéphile, Julien. Ah bah je sais pas, moi j'ai pensé tout de suite à ça. Ça m'a fait dire Timo Boll aussi a fait ça. Timo Boll, ouais, mais oui, effectivement, on aurait pu le voir. Je suis comme génération. Il est dans le film. Timo Boll est dans le film, bien Et sûr. oui, effectivement, il y a des caméos comme on dit. Mais il y en a plein d'autres. Il y y a juste un point que je trouve important parce que j'ai fait justement une vidéo là-dessus. On dirait que c'est anecdotique, mais à un moment, le japonais, il joue avec une raquette. Et en fait, c'est un fait historique. C'est-à-dire qu'il y a un japonais qui s'appelle Hiroji Sato dans les années 50 qui était nul. Le Japon sort de la guerre, ils avaient aucun sportif et tout. Lui, il arrive avec sa raquette moussée et il défonce tout le monde parce qu'il arrivait à mettre un peu de vitesse, un peu d'effet. Il a innové. Et en fait, ils en parlent dans le film d'une manière très anecdotique, mais c'est un vrai fait historique du ping. Et j'ai trouvé ça super. Un point pivot. Cyril, pour finir sur le film. Moi, je ne l'ai pas vu directement. Alors après, on en a beaucoup parlé. Et surtout, on a parlé ping pendant presque un an parce que Chalamet, il veut absolument son Oscar. Donc, il a tout fait sur la promo. Et il est très, très fort en promo. Donc, sur ça, c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de bons retours, comme vous dites, sur le film en lui-même, sur les acteurs, sur tout ce qui se passe. Mais on parle de ping, on parlait pas de ping depuis Forrest Gump au cinéma quand même. Ouais, c'est vrai. Et sous un format de caricature d'ailleurs. Oui, qui était pas vraiment du ping. Moi, j'ai demandé justement, j'ai un ami qui fait des podcasts. Non, c'est Jules. Jules, vous pouvez voir sur Production. Il a fait la critique du film. C'est lui que j'ai appelé, mais qui est pas plongiste. Et en fait, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pensé des scènes de ping? Et pour lui, en fait, c'est totalement crédible et il voit pas. Voit pas le. Non, mais j'ai demandé justement sur les trajectoires de balles, il voyait pas. Pour lui, c'est plus crédible que Forrest Gump. On voit que c'est bricolé et impossible en fait. Donc, vu de l'extérieur, sur l'aspect ping, c'est positif en fait pour le tennis de table en général. Très bien. Après, tu parles des trajectoires, mais de toute façon, les pongistes actuels, ils cherchent pas les trajectoires qu'il y avait à l'époque. Là, on est sur du hard bat, donc forcément que ça ressemble à ce que c'était à l'époque, et c'est normal parce que c'est le ping sans mousse. Et Timothée Chalamet a quand même appris à jouer. Oui, c'est ça. Apparemment, il joue 10-12. Il jouerait 10-12. Et il trimballait sa table de film en film, en fait, pour préparer ce film. Sur tous les plateaux, sur le plateau de Dune, il avait une table de ping. Exactement. Merci on a l'impression d'être sur Allociné pour parler cinéma, mais c'était l'occasion. Vive le ping, et il est porté par le cinéma aujourd'hui autour de Marty Suprême. On finit cette rubrique avec notamment un magazine qui s'appelle Comment, Julien, et je veux bien que tu nous le présentes. Ping Pong Effect. Version papier, version tout numérisé, c'est étonnant. J'ai pas d'action dans ce magazine, mais franchement, c'est du travail exceptionnel.
Vous l'avez lu? Non. Oui, je l'ai feuilleté. Je vous le prêterai. Enfin, le travail de journaliste, Et en gros, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Eh ben, il y a par exemple un super article sur un grand reporter français qui est fan de ping et qui raconte comment il a pu pratiquer le ping au gré de ses péripéties sur des décennies, en Iran, dans plein de pays du monde. Hyper intéressant. Il y a une interview de Sabine Winter sur son changement, mais avec un œil de pongiste, tu vois. Un changement de raquette, de mousse, de revêtement, enfin de... tu sais, quand elle est passée à l'anti-top. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, il y a l'interview du réalisateur du film. Ah, en plus. Et qui raconte plein d'anecdotes très intéressantes. D'accord. Et franchement, alors il y a plein d'autres choses, mais la qualité du papier, de la mise en page. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des magazines de niche, parce que comme Tennis de Table, ça reste une niche, on peut se dire que c'est pas toujours mis en avant, il n'y a pas toujours les moyens qui sont mis. Je trouve que là, il y a des moyens qui ont été mis. Le mec qui est à la tête du projet, là, c'est Jérémy Auro, qui est journaliste professionnel. Je crois qu'il est pour un magazine de musique, je crois, des Inrock ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, il sait y faire. Il a un savoir-faire. Il est aussi spécialiste du cinéma. Je ne sais plus pour quel autre magazine il travaille. Enfin, bref. Et ça se voit. D'accord. Et ça se voit. Et c'est un numéro 1, c'est ça? Il y a vocation, et c'est un trimestriel, un bimestriel? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais effectivement, c'est numéro 1. Comment on peut se le procurer? Eh ben, il y a, je sais pas, tu le commandes. Sur le site internet, je crois, ils ont en fait, il est en kiosque, il est dans tous les kiosques. Il est en kiosque. Ça, Donc, effectivement. Bravo. Très bien, merci beaucoup d'avoir traité aussi bien que cela de l'aspect médiatique. On va passer, après nos débats enflammés, au brainstorming. Rubrique donc brainstorming, pour ou contre rapidement, flash un peu au regard des questions que je vais vous poser. Alors aujourd'hui, qui fait vraiment la promotion du ping? Les institutions ou les créateurs de contenu? Pour vous, c'est qui? Les créateurs de contenu. Les créateurs. C'est ça? Ok, bon, vous êtes Parce que les institutions ont accepté de déléguer. Oui, je glisse une petite pique à la FFTT, j'apprécie la FFTT, mais je trouve qu'ils ne soutiennent pas assez les créateurs de contenu. J'en suis la preuve, je pourrais raconter pendant des heures. On fera un podcast là-dessus. Ouais, mais voilà, je trouve ça dommage qu'ils ne jouent pas le jeu comme d'autres fédérations le font, en Allemagne notamment ou aux États-Unis. Ils ne jouent pas encore le jeu, oui, ça va. Ça va venir, évidemment. Est-ce que le ping a un problème d'image ou est-ce que simplement c'est un sport de niche qui voudrait être grand public? Il y avait un problème d'image qui est en train de se régler. Je pense qu'il est en train d'avancer. Tous les sports veulent grandir, mais je pense que le ping, quand on voit d'où on part et où on est en train d'arriver, il y a un truc qui est en train de se débloquer. Après, grand public, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au ping-pong, donc ils peuvent se reconnaître là-dedans, je pense. Non, et puis surtout avant, on imaginait un pongiste, un petit blond avec des lunettes, et c'est toujours très sans lunettes et une moustache. Mais non, mais on n'a plus de problème d'image. Clairement, plus de problème d'image. Est-ce que la WTT a sauvé l'image du ping ou est-ce qu'elle l'a transformé en produit de spectacle? Produit de spectacle. Les deux, mon capitaine. Les deux, ouais. Produit de spectacle, qui va sauver? Ouais, mais ça ne nous a pas sauvés, on n'était pas... En fait, on était anonymes. Ouais, c'est-à-dire que le grand public ne savait pas quelle compétition suivre. Ils ont structuré, comme au tennis, il y a les grands chelems, il y a les différents niveaux. Je pense que sur ça, ça fait beaucoup de bien. Très bien. Si l'effet Lebrun disparaît à un moment donné, est-ce que le tennis de table va survivre à l'effet Lebrun? En France? En France. Non, il y en aura d'autres. Il y a l'effet coton, il y a l'effet Poré. T'inquiète pas. Des effets coupés ou liftés? Là, ça part dans tous les sens. Il y aura l'effet Nina Guezeng, Alexia Nodin, tout ça. Mais il faut que les histoires qui vont avec soient racontées. En fait, là où ce qui a été fait sur Alexis et Félix, qui s'est fait naturellement sur l'histoire des deux frères qui arrivent jeunes, qui bouleversent les codes, il faut que ça soit poussé encore derrière et que les histoires soient racontées, que les sportifs soient mis en avant. Donc travailler leur image avec la Fédé, avec les créateurs de contenu, je pense qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se créer. Si ça pousse derrière dans le bon sens, mais je vois pas pourquoi le ping prend. Ils sont tous en train de s'adjoindre les services de communicants. Là, les frères Lebrun, ils en ont un que je connais qui fait un très bon travail. Et les autres qui arrivent, là, je sais que Florian Bourrasso commence à s'entourer. Et dès que tu es dans la lumière, en fait, tu es obligé de t'entourer. Donc, ces histoires, en fait, elles vont être un peu livrées sur un plateau aux médias. Je ne me fais pas de soucis, moi. Intéressant. Merci. On passe aux questions et aux idées des internautes. Questions donc et idées, suggestions des internautes. Et évidemment, je vous laisse réagir, messieurs. Donc Thomas, merci Thomas pour cette réflexion et question. Jusqu'où peut-on se satisfaire de la couverture et de la publicité pas toujours très opportune de notre sport dans les grands médias par des journalistes non spécialistes? Excellente question. On s'en satisfait pas. Non. On continue de le faire remarquer.
Et le média a aussi le droit de progresser et ils l'ont fait sur d'autres activités, donc ils le feront sur le tennis de table aussi. Même si je trouve qu'il y a eu des progrès quand même dans les journalistes non spécialisés qui maintenant font l'effort quand ils commandent des sports moins médiatiques, et pas que pour le ping-pong, je vais le mettre pour vraiment tous les sports, maintenant de connaître un peu le champ lexical, et 2-3 infos pour pas être trop ridicule, parce qu'il y a eu des périodes où on se retrouvait avec des commentaires qui étaient dramatiques. Ouais. Question de Jérémy. Merci Jérémy de nous écouter, de poser ta question. Quelle référence au ping moderne avez-vous relevé dans le film Marty Suprême? Alors, pour ceux qui l'ont vu. On a parlé de la roulette, là. Alors Timo ou Falkenlong, mais il y en a d'autres. Il y a, j'ai parlé aussi d'Hiroji Sato. Exactement. Voilà, donc, le champion du monde japonais. Deuxième écho. Mais je crois avoir vu dans le film une référence. À un moment, il fait pas un bloc, il fait semblant de se matcher, il fait un amorti comme Kalberg. Il fait la feinte de frappe et il amortit. Mais non, Kalberg, il change de main. Ouais, mais j'ai retrouvé. Et puis il y avait un peu de Jean-Michel Sèvres à un moment, tu sais, ils font le show sur un match avec son ami anciennement interné dans des camps de concentration là. Ouais. Ils enjambent des séparations. Donc j'ai vu un petit peu Donc il y a un référentiel autour du ping moderne, moi que je n'avais pas vu, mais ça prouve bien que c'est vous les experts et moi l'animateur. Mais effectivement, ça fait écho quand même à des situations connues. Ouais, ça m'a rappelé. Enfin, j'ai pensé à ça quand j'ai vu ça. Incroyable. Ok. On finit par Lily. Merci Lily, et joli prénom d'ailleurs. Merci pour ta question. Quels autres films parlant de ping pouvez-vous me conseiller? Il y en a plein. Forrest Gump. Alors Forrest Gump, évidemment. Balls of Fire. Balls of Fire qui est extraordinaire. Oui, mais alors dis-nous, c'est quoi? C'est un film asiatique, c'est ça? Non, c'est un film américain. C'est un film américain. Un film américain, c'est un tournoi de ping-pong. Ouais, à la Mortal Kombat, mais version ping-pong, tu vois. On a entre de la parodie et c'est tourné un peu comme ces films avec Jean-Claude Van Damme ou Bruce Lee qui part sur une île secrète faire un tournoi secret où c'est à la vie à la mort, et là c'est ça avec du ping-pong. Et c'est pas mal du tout. Il y a eu une grande mode de ces films-là, et il y a eu des films aussi sur les guitaristes qui étaient dans le même esprit, avec des battles de guitaristes avec j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue dans Karate Kid. Dans le vieux Karate Kid, quand il était petit, première génération, et qui maintenant est dans la série. Donc maintenant ce truc-là de combat, c'est Balls of Fire, et il y avait un Balls acteur of très Fire, connu. ça date de quand? Parce que les années 90. Ok, c'est pour ça, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Il faut le regarder. Donc film d'un autre siècle, Lily. Mais attends, il y a des films récents, il y a un film français. Alors c'est ça. Il y a un film français avec François Civil, je ne sais plus comment s'appelle ce film, mais c'est une comédie romantique. Ça se passe autour d'un duo de pongistes qui jouent en double. Ils jouent le week-end en championnat et tout. Et il y en a un des. Bref, c'est une histoire de filles quand même. Mais le ping est au centre du film. Après, il n'y a pas 100 000 films non plus. Oui, c'est ça. Pour l'instant. Pour l'instant, mais attends, il y en a d'autres. Il est en train d'en parler rien. Non, il y en a d'autres. Déjà, il y a des mangas qui sont super bien, mais c'est pas des films. Oui. Il y a des mangas. Des films d'animation. Attends, j'en ai un sur le bout de la langue là. Bon, on le retrouvera peut-être en bandeau ou en édition spéciale ou sur une autre émission du MTS. T'as pas lâché d'affaires, Bon, messieurs, merci beaucoup. C'est la fin, et Julien va continuer à réfléchir sur les films qui parlent de ping-pong. C'est la fin de notre Monkey Talk Show. Merci à nos spécialistes, et chers followers, continuez à nous écouter, à commenter, nous interpeller, à relayer cette superbe émission sur les réseaux sociaux. Le MTS range son micro, mais il garde un œil sur la balle. À très vite pour de nouvelles aventures. Putain, c'est quoi? Fais chier.